Bonjour, nous allons maintenant aborder la dernière section du chapitre 6, la section 6.6 sur l'énergie mécanique. C'est une section extrêmement importante, c'est de loin la section la plus importante du chapitre 6. Lorsqu'on regarde un système mécanique, l'énergie qu'il va avoir va prendre deux formes différentes. D'une part, l'énergie potentielle, c'est celle qui est reliée à la hauteur. Rappelez-vous, l'activité qu'on a faite au début du chapitre avec le rocher qui était en haut de la falaise. Il était dangereux parce qu'il y avait de l'énergie potentielle. Pourquoi il est dangereux? C'est parce que s'il tombe, il va acquérir de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Fait qu'on voit qu'on peut passer d'une forme à l'autre d'énergie. Et la somme des deux, la somme de l'énergie cinétique plus potentielle, donne ce qu'on appelle justement l'énergie mécanique. C'est l'ensemble de l'énergie mécanique que possède un objet. Alors, EM pour énergie mécanique, EP c'est l'énergie potentielle et EK c'est l'énergie cinétique. L'énergie potentielle peut prendre deux formes, soit l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est celle qu'on a vue dans la première section, c'est relié à la hauteur de l'objet, mais il y a aussi l'énergie potentielle élastique. Donc, si par exemple on prend un ressort et on l'étire ou on le comprime, ou on prend justement un élastique et on l'étire, ça, c'est de l'énergie potentielle élastique. On avait vu l'exemple aussi de l'archère. Lorsqu'elle tirait la corde de son arc, ça déforme son arc et il y a de l'énergie potentielle élastique qui est stockée à l'intérieur de son arc à ce moment-là. On a vu aussi l'exemple si on frappe avec une raquette, par exemple, on frappe une balle de tennis, au moment où le tamis se déforme dû à la collision avec la balle, le tamis de la raquette stocke de l'énergie potentielle élastique. Et ça, ensuite, ça va être transféré à la balle pour la propulser vers l'avant. Je l'ai dit, on ne fera pas des exercices avec l'énergie potentielle élastique. On a sauté cette section-là juste pour une question de temps. Mais si vous continuez en sciences de la nature, vous allez, dans votre cours de mécanique, vous allez faire des situations avec l'énergie potentielle élastique. Donc, autrement dit, dans notre cours, on va se limiter à des situations où est-ce qu'on a une variation d'énergie potentielle gravitationnelle et des variations d'énergie cinétique. Donc, autrement dit, on va regarder les variations de hauteur des objets et voir comment ça influence leur vitesse. Si on regarde un premier exemple, on a un jeune homme ici qui saute du haut d'un tremplin, fait un saut en bungee en fait, et au départ, il y a juste de l'énergie potentielle, gravitationnelle, due à sa hauteur. Ensuite, lorsqu'il se laisse tomber, évidemment, la gravité va faire en sorte qu'il va accélérer, donc il va gagner de l'énergie cinétique, mais en contrepartie, il va perdre de l'énergie potentielle. Donc c'est ça l'idée toujours, c'est que lorsqu'on gagne de l'énergie cinétique, à ce moment-là, c'est parce qu'on est en train de perdre de l'énergie potentielle. Éventuellement, lorsque l'élastique va se tendre, dans le fond, l'élastique va gagner de l'énergie potentielle élastique à ce moment-là, et ça va le freiner. Puis éventuellement, l'élastique, en se contractant, redonnerait cette énergie-là au sauteur et ça le referait monter, donc ça lui redonnait l'énergie potentielle gravitationnelle. L'intérêt de cette notion d'énergie mécanique, c'est qu'on a une égalité entre l'énergie mécanique initiale d'un corps et son énergie mécanique finale, c'est-à-dire à un moment et à un moment un peu plus tard, il va avoir la même énergie mécanique si il n'y a pas de force extérieure qui agisse sur lui. Donc, ce qu'on entend par force extérieure, en fait, c'est toute force autre que la gravité. Par exemple, s'il y a pas de résistance de l'air, s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas quelqu'un qui pousse l'objet ou qui tire, à ce moment-là, on va avoir une égalité entre l'énergie mécanique initiale et l'énergie mécanique finale. Mais comme je dis, cette équation-là, elle est un peu limitée parce qu'elle est seulement vraie s'il n'y a aucune force extérieure qui agit sur le système. Donc, on va voir plutôt une équation qui est plus générale. Donc, si on a effectivement un travail extérieur qui s'applique ou pas, on peut appliquer l'équation qui se trouve en bas ici. Mais cette équation-là, je préfère l'écrire sous cette forme-là. Énergie mécanique finale est égale à l'énergie mécanique initiale plus le travail extérieur qui est fait sur l'objet. Évidemment, ça revient exactement à la même chose là, que celle qui est écrite dans votre bouquin. C'est juste que je trouve ça peut-être un peu plus simple à comprendre, un peu plus clair à comprendre sous cette forme-là. Donc, ce que ça dit, en fait, c'est que l'énergie mécanique finale, c'est l'énergie qu'il y avait au départ. Donc, on a une conservation. D'ailleurs, c'est ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le principe de conservation de l'énergie. Conservation dans le sens qu'on garde la même quantité. Fait qu'au départ et à la fin, c'est égal. Okay? Ça, c'est s'il n'y a pas de travail extérieur. Mais s'il y a un travail extérieur, à ce moment-là, il va venir s'ajouter à votre énergie mécanique initiale pour donner l'énergie mécanique finale. Donc, supposons par exemple que vous laissez tomber un objet et qu'au départ, il y a une énergie mécanique de 10 joules due à son énergie potentielle.
Ben, ce que ça... Et supposons qu'il n'y a pas de résistance de l'air, fait qu'il n'y a pas de travail extérieur. Fait que ça veut dire que l'énergie mécanique finale va aussi être égale à 10 joules. Ça veut dire que pendant toute sa chute, il va toujours avoir 10 joules d'énergie mécanique au total. Supposons maintenant qu'il y a un travail extérieur qui est appliqué. Donc supposons par exemple qu'il y a encore 10 joules d'énergie mécanique au total, mais qu'à cause de la résistance de l'air, on lui enlève 2 joules d'énergie, ben ça veut dire qu'à la fin, il va lui en rester 8. Donc cette équation-là, présentée sous cette façon-là, est, je pense, assez intuitive, assez logique. C'est-à-dire, vous avez une énergie mécanique au départ, puis là, dépendamment de ce que vous lui donnez ou ce que vous lui enlevez à l'objet, ça c'est le travail extérieur, ben ça va vous donner ce qui lui reste à la fin. C'est pas plus compliqué que ça. Mais s'il n'y a pas de travail extérieur, donc il n'y a pas de résistance de l'air, il n'y a personne qui pousse ou qui tire sur l'objet, il y a juste la gravité qui agit dessus. Ben, je dis juste la gravité. La gravité, ça peut être aussi la force normale, peut agir dessus aussi. Mais il n'y a pas de personne qui pousse dessus, ou qui tire ou de résistance de l'air. Ben là, il n'y aura pas de perte ni de gain d'énergie mécanique. Fait que l'énergie mécanique initiale et finale vont être égales. On va dire qu'elle est conservée. Je veux vous illustrer le principe de conservation de l'énergie avec une animation. Et vous pouvez jouer vous-même avec cette animation-là. J'ai déposé le lien sur la page Moodle du cours. Cette animation est disponible autant sur appareil mobile que sur ordinateur. Donc, amusez-vous, allez-y, ça vaut la peine. Vous allez arriver sur cette page-là. On commence avec introduction. Donc, on a une skateuse qui est... et vous avez ici la piste. Et là, on peut la placer où est-ce qu'on veut. Mettons, on peut la mettre en haut complètement ici. Et on la lâche. Et là, on voit le mouvement qui se produit. Fait en passant, ça ici, c'est une situation sans frottement pour commencer. C'est sûr que c'est impossible dans la pratique d'avoir une situation sans frottement parce que même si vous avez un roulement à billes très performant sur votre skate, même s'il est bien huilé, même si vous essayez d'adopter une position aérodynamique, il y aura toujours une résistance de l'air minimalement, puis il y aura toujours un frottement aussi au niveau des roulettes de votre skate. Donc, c'est impossible de s'affranchir totalement du frottement dans la vraie vie. Mais ici, pour comprendre le principe, dans cette simulation-là, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de frottement du tout. Alors, c'est un peu comme si la skateuse était dans le vide, là. Alors là, ce qu'on voit d'abord, c'est que, bon, elle va toujours, évidemment, revenir à la hauteur d'origine. Et regardez ce qui se passe au niveau de sa vitesse. On peut afficher ici un compteur de vitesse. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe. Alors, évidemment, lorsqu'elle arrive en haut complètement, c'est-à-dire où est-ce qu'elle est ici, là, sa vitesse devient nulle. Comme on pourrait s'y attendre, c'est au moment où est-ce qu'elle est en train de rebrousser chemin. C'est comme un projectile, on avait vu ça. Quand on lance un projectile dans les airs, au moment où est-ce qu'il arrive à son point le plus haut, son sommet, il y a une vitesse nulle. Puis après ça, il redescend. Bon, même chose ici. Donc ici, elle a une vitesse nulle au moment où elle arrive au sommet de la pente, juste avant de rebrousser chemin. Et évidemment, au fur et à mesure qu'elle descend, sa vitesse augmente de plus en plus. Et évidemment, lorsqu'elle arrive en bas complètement, c'est là qu'elle atteint la vitesse la plus élevée sur le cadran. Ici, on voit ça, c'est sa vitesse maximale. Et évidemment, quand elle va monter, sa vitesse va diminuer graduellement jusqu'à réatteindre une vitesse nulle en haut de l'autre côté. Là maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce qui va se passer au niveau des énergies, c'est-à-dire l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie cinétique. Donc, je vais afficher un histogramme. Alors ici, vous avez dans le fond sur l'axe des Y, c'est l'énergie justement. Donc autrement dit, plus la barre ici elle est haute, plus l'énergie est grande, plus la barre est basse, plus l'énergie est faible. Alors ici, ce que vous avez différentes catégories. Fait qu'à gauche, complètement, vous avez l'énergie cinétique en vert. Présentement, elle est nulle. Comme vous voyez, il n'y a rien. Parce que ici, à ce moment-là, comme on dit, sa vitesse est nulle quand elle arrive en haut complètement. Fait qu'elle n'a aucune énergie cinétique au départ. Et par contre, elle a un maximum d'énergie potentielle parce qu'elle est à son plus haut. L'énergie calorifique, ça c'est la chaleur, il n'y en aura pas ici parce qu'il n'y a pas de frottement. Et total, ça c'est l'énergie mécanique dans le fond. C'est le total de son énergie cinétique plus potentielle plus l'énergie calorifique qui a été dégagée. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, dans le fond, l'énergie totale, la dernière colonne, ça correspond dans le fond à son énergie mécanique. Voyons ce qui se passe lorsqu'on va commencer l'animation. Alors là, ce qu'on voit, c'est
si vous regardez l'histogramme, vous avez un transfert perpétuel d'une forme d'énergie à l'autre. Donc, lorsqu'on est à notre point de départ ici, on n'a que de l'énergie potentielle due à notre hauteur et on n'a aucune énergie cinétique, c'est-à-dire aucune énergie de vitesse. On est immobile à ce moment-là. Ensuite, au fur et à mesure qu'on descend, on perd de l'énergie potentielle, vous voyez la barre diminue ici, et on gagne de l'énergie cinétique. La barre verte est en train de monter. On a gagné encore de l'énergie cinétique, on a perdu de l'énergie potentielle. Lorsqu'on arrive en bas complètement, c'est l'inverse du point de départ, c'est-à-dire qu'on a juste de l'énergie cinétique et on n'a plus aucune énergie potentielle. On a tout transféré en énergie cinétique. Donc à ce moment-là, on a une vitesse maximale. On a juste de l'énergie de vitesse. Et en remontant, ça va être l'inverse. On repère de l'énergie cinétique et on regagne progressivement de l'énergie potentielle jusqu'à atteindre le sommet et ça recommence. On peut le faire au ralenti pour mieux voir. Donc ici, on a juste de l'énergie potentielle. Cette énergie-là est progressivement transformée en énergie cinétique, puis retransformée en énergie potentielle lorsqu'on remonte. Donc vous voyez, on a comme un transfert perpétuel entre les deux formes d'énergie. Mais une chose qui est importante de remarquer, c'est que la somme des deux est toujours la même, est toujours constante. La somme des deux formes d'énergie, potentielle plus cinétique, donne toujours la même chose. C'est la barre que vous voyez en jaune à droite. Cette barre-là, elle demeure toujours constante. Donc, le total des deux formes d'énergie reste toujours constant. Donc, c'est ça qu'on appelle la conservation. C'est pour ça qu'on parle de la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie est conservée, elle reste toujours la même valeur. On peut le voir comme un réservoir d'eau. On peut transférer, et là, imaginez, on a deux fioles. On transfère de l'eau d'une fiole à l'autre, mais l'eau qu'on a au total demeure toujours la même quantité d'eau totale. Donc ça, c'est comme notre énergie totale. C'est l'énergie mécanique. Elle reste toujours la même. Elle reste toujours la même puisqu'on n'a pas de frottement dans ce cas-ci, de travail extérieur, autrement dit. Si on regarde au ralenti ce qui va se passer, observez à quel moment il y a un plus grand transfert en énergie calorifique, à quel moment il y a le plus de frottement, autrement dit. Voyez-vous? À quel moment est-ce que la barre rouge ici, elle monte rapidement? C'est lorsque la skateuse se trouve dans cette zone-ci, dans la zone du bas ici. C'est parce qu'en fait, la piste, la force a changé de direction rapidement. Puis ça fait en sorte qu'il y a une très grande force de contact. Dans le fond, c'est que la skateuse est très très fortement appuyée sur le sol à ce moment-là. C'est comme si elle se sentait plus lourde en fait à ce moment-là. Et ça fait en sorte qu'il y a plus de frottement. Parce qu'on avait vu, hein, le frottement est proportionnel à l'appui entre les surfaces. Donc, lorsque la skateuse est dans la zone ici en bas, elle est appuyée plus fortement contre le sol. Et c'est ça qui force un plus grand frottement au niveau des roulettes de son skate. En plus de ça, c'est l'endroit où est-ce qu'elle est le plus rapide. Donc, étant le plus rapide, c'est là qu'il y a la résistance de l'air la plus élevée aussi. Parce que la résistance de l'air est proportionnelle à la vitesse. Plus on va vite, plus on subit une forte résistance de l'air. Fait que c'est vraiment dans la zone ici en bas où est-ce qu'elle perd le plus d'énergie mécanique sous forme de frottement. Cette énergie-là est transformée en chaleur. Remettons, on l'a remis à une vitesse normale. Regardons ce qui se passe maintenant si on augmente le frottement. Donc ici, on va augmenter le frottement. Mais évidemment, si on augmente le frottement, ben, tout simplement, elle va freiner plus rapidement. Donc, elle va faire moins d'aller-retour avant de s'immobiliser en bas. Donc, le travail ici qui est dégagé sous forme calorifique, c'est un travail extérieur. Donc ça diminue l'énergie mécanique de la skateuse. Le dernier menu, et je vous invite à l'essayer, c'est le dernier onglet s'appelle arrière-plan de la piste. Ça, en fait, c'est que ça vous permet de recréer vous-même une piste. Comme ça, puis on peut mettre plusieurs segments comme ça, comme on veut. Et on peut s'amuser là à faire la forme de piste qu'on veut. Fait que amusez-vous à faire ça. Fait que si par exemple on essaye ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette situation-ci n'est pas tout à fait réaliste.
Est-ce que vraiment, si on fait ce mouvement-là, est-ce que vraiment la skateuse va comme suivre parfaitement la piste comme c'est illustré ici? Non. En fait, les roulettes sont pas attachées sur la piste, sont pas attachées sur le sol. Donc, c'est sûr qu'ici, en fait, la skateuse, elle décollerait ici de la piste. Donc, si vous voulez avoir quelque chose de plus réaliste, ici, vous pouvez mettre ça. Donc, ça veut dire les roulettes vont coller sur la piste. Ça, ici, les roulettes peuvent décoller de la piste. Donc, ça, c'est une situation qui est plus réaliste, là. Fait que si on le réessaye comme ça, fait que ça serait ça qui se produirait plutôt dans la réalité. Fait qu'elle décollerait de la piste au niveau du saut qui est ici. Regardons ce qui se passe au niveau des énergies pour ce saut-là. Donc au départ, on a juste l'énergie potentielle. Là, évidemment, en descendant, elle gagne de l'énergie cinétique. Et là, avez-vous vu, au moment où est-ce qu'elle est atterrie ici, il y a eu une très forte augmentation de l'énergie calorifique. Et lorsqu'elle va atterrir ici, presque tout se transforme en énergie calorifique, puis il reste juste une petite partie d'énergie cinétique là, qui fait qu'elle va continuer à avancer. Mais ça, c'est juste pour vous montrer, ça dépasse un peu le cadre du cours, mais c'est juste pour vous montrer que lorsqu'on a une collision, il y a une très forte perte d'énergie mécanique qui va se produire. Là. Et cette énergie mécanique-là va être dissipée sous forme de chaleur. Je vous invite à l'essayer par vous-même. Comme je disais, allez sur la page Moodle du cours, puis vous avez juste à cliquer sur le lien. Amusez-vous avec ça pour l'explorer à votre rythme.